Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. De l'espoir au délabrement, le scandale de Pefaco et la démolition du rêve hôtelier à Lomé. En 2025, le scandale qui entoure le complexe hôtelier de Lomé incarne à lui seul un triste chapitre de la corruption et de la mauvaise gestion qui gangrène depuis longtemps certains projets d'infrastructures en Afrique de l'Ouest. Le groupe Pefaco, fondé en 1995 par Francis Pérez et Olivier Corot, initialement réputé dans le secteur des jeux et loisirs grâce à sa marque Lydia Ludique, mais également présent dans l'hôtellerie, se trouve désormais sous le feu des critiques et des enquêtes. En effet, ce qui devait être un chantier ambitieux pour moderniser la capitale togolaise s'est transformé en une débâcle retentissante, symbolisée par la démolition même de l'immeuble inachevé et le gaspillage de fonds publics, réduit à un amas de sable. Alors, je vais parler rapidement de l'hôtel Pefaco. Hôtel Pefaco. Vous connaissez ce projet qui s'est sorti par un fiasco retentissant. Un fiasco retentissant. L'hôtel Pefaco, c'est un projet gigantesque. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a fait croire, qui a été lancé en 2012. Donc, en 2012, un hôtel de 5 étoiles. Non, a été lancé en février 2010. Un hôtel 5 étoiles piloté par la filiale du groupe Pefaco de Francis Pérez et exploité par la société d'exploitation hôtelière du Togo, Sodec Togo. 5 étoiles, 162 chambres, une salle de conférence, 2 piscines, 36 bungalows, 1500 places de salle de conférence. En tout cas, un projet immense qu'on nous a vanté à l'époque. Et ce projet doit s'implémenter, doit être mis en face de la direction générale de Cobank, à côté de l'hôtel Sarakawa. Avant ce projet, il y avait sur ce site la résidence des cocotiers, qui avait été lancée par un compatriote, je pense que ça doit être un Togolais du nom de la Kéréburu, plus des amis à lui, qui ont lancé ce projet, la résidence des cocotiers, qui était en train de prendre forme. Et beaucoup de Togolais ont mis de l'argent dans cette question de la résidence des cocotiers. La résidence des cocotiers, c'était des villas au bord de mer, dans un cadre totalement idyllique qu'on avait prévu de construire. Et beaucoup d'opérateurs économiques togolais, des privés, des particuliers, sont partis faire des prêts à la banque. Et ils ont mis beaucoup d'argent dans cette affaire-là, la résidence des cocotiers. Et un matin, on dit qu'il y a un problème, on les chasse du lieu. Et on attribue le lieu à Francis Pérez, Francis Pérez, qui est le patron des groupes de jeux Lydia Ludique, pour construire cet hôtel-là. Je connais un tonton qui a perdu carrément 100 millions dans cette affaire de la résidence des cocotiers. Et jusqu'à ce jour, il est dans les démarches pour récupérer son argent, malgré qu'il soit digné à la retraite, il n'a pas de moyens, il souffre. Il avait mis beaucoup d'argent dans ce projet de la résidence des cocotiers, que l'État... je ne sais pas si c'est l'État qui avait donné la garantie, mais il avait beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, ils sont dans les méandres de la justice et Dieu seul sait s'il récupérera son argent. C'est ses économies, quoi. C'est la vie de ses économies. Et plusieurs Togolais ont été victimes. Donc, on a arraché le site chez les promoteurs de la résidence des cocotiers et on l'a attribué à monsieur Francis Pérez pour installer le groupe Pefaco. Et le jour du lancement de la pose de la première pierre là-bas, en février 2010, c'était avec Loré et tout ça, il y a eu un lancement là-bas des travaux et ils ont dépensé beaucoup d'argent. Ils ont dépensé 70 millions pour accueillir les invités, le champagne, tout a coulé à flot. Et on a lancé comme un grand projet, on a projeté des vidéos, des trucs. L'endroit va être le Miami du Togo et tout ça. Les gens étaient tellement contents. Et Francis Pérez
avec la société qu'il a créée pour porter ce projet-là, est parti à demander de l'argent à des banques. Ils ont demandé à la BOAD 5 milliards de francs CFA avec comme garantie l'État togolais. Donc c'est l'État togolais qui garantit, qui est le garant de ces prêts-là, de ces crédits. Donc la BOAD devait injecter 5 milliards de francs CFA, la BIDC 5 milliards de francs CFA, la BIA 1 milliard de francs CFA, la BESIC 500 millions, ainsi de suite. J'ai consacré il y a 7 ans, 8 ans, un article assez fouillé sur cette affaire-là que je connais très bien. Donc, le promoteur lui-même, il s'est engagé à apporter 8 milliards. Généralement, c'est comme ça qu'ils viennent bluffer les Togolais. Avec l'appui du régime, ils font croire qu'ils vont apporter de l'argent, que c'est des investisseurs, mais en réalité, ils viennent lever les fonds dans notre pays, avec comme pour caution l'État togolais. Et c'est ce qui s'est passé. C'est un système à la Feman. Vous voyez comment ça se passe avec les Ibo là. Et les Ibo et... Je ne sais pas comment vous appelez ça. Les Nigérians là. On monte une affaire, on fait croire qu'on a de l'argent et on vient, on embarque tout le monde et puis on prend plutôt de l'argent là où on devait investir et puis on disparaît. C'est un système 419. Voilà, 419. C'est ça. 419. C'est un système comme ça. Et c'est dommage qu'un État se livre à ça. C'est-à-dire qu'un État cautionne des bêtises comme ça. Ça s'est passé dans plusieurs domaines au Togo. Hein. Dans le domaine du marbre, avec les histoires de marbre. Exactement. Dans le domaine de la privatisation de la TVT, ce sont les mêmes réseaux. Ils ont pris de l'argent et puis ils ont disparu. Dans le domaine de l'hôtel du 2 février, pareil. C'est des systèmes 419. Et qu'un État devient, c'est-à-dire un État fait du broutage. C'est-à-dire les gars viennent, l'État les cautionne, ils prennent l'argent dans les banques, ceux qui sont au Togo prennent leur part et puis les gars disparaissent. Et puis le projet est laissé à l'abandon. C'est ce qui se passe dans notre pays. 419, le broutage à la manière des gens du Nigeria. Et c'est dommage que l'État se livre à ça. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec le projet de Pefaco. Alors, je vous parle, si vous passez devant l'hôtel Sarakawa, on est en train de démolir tout ce qui est là-bas. J'ai passé des vidéos, des photos que j'ai envoyées ce matin. Il y a des photos où on est en train de démolir tout ça. On est en train de démolir tout ça. Il y a une machine pelleteuse qui est en train de démolir tout ça. Maintenant, l'argent qui a été déjà perçu par les promoteurs au niveau des banques au Togo, ce n'est pas la totalité de l'argent. Je pense que quand j'ai retrouvé mes fiches, la BIA et la BESIC avaient libéré déjà la totalité de leur argent. La BIA devait libérer 1 milliard, la BESIC 500 millions. Ils ont libéré. La BOAD avait libéré 1 milliard 334 millions sur les 5 milliards. Après, ils ont encore fait un autre décaissement. La BIDC, pareil. Et un matin, le monsieur a disparu. Le fameux Francis Pérez, il a disparu. Je pense qu'il y a sur une banque, je ne sais pas, c'était la BPK à l'époque. Le monsieur a disparu. Et donc, ces dettes-là vont être transférées sur la dette du pays que vous et nous allons payer. Parce que c'est l'État qui a servi de caution. Si vous allez à la FUSEC, ou je ne sais pas quelle banque il y a à Lomé, pour servir de caution à quelqu'un, quand la personne disparaît, c'est vous la caution qu'on poursuit. C'est la caution qu'on poursuit. Et donc, ce blanc, une fois qu'il a ramassé le peu d'argent qu'il devait ramasser, il a abandonné le chantier qui dure là-bas depuis 10 ans, depuis 2010, donc on est à 15 ans, et le monsieur il a disparu. Ils ont ramassé l'argent, ils ont mis des briques, ils ont fait des fondations, ils ont fait des élévations, et puis le matin, ils ont disparu. Là, aujourd'hui, là, ils sont en train de démolir tout ça. Ils sont en train de démolir tout ça. Maintenant, les fonds qui ont été débloqués par les banques au Togo, dont l'État s'est porté garant, qui va payer ça? C'est le contribuable, c'est vous et nous. C'est vous et nous qui allons payer ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Pendant les 20 ans de pouvoir de Faure Gnassingbé, il n'a pas réussi à construire un seul hôtel. Le seul qu'ils ont cautionné, ça s'est soldé par un fiasco total. Fiasco total avec une dette à la clé pour le pays, que nous devons payer. Que nous, les contribuables, nous devons payer. Donc, si vous passez devant l'hôtel Sarakawa aujourd'hui, à côté de l'hôtel Sarakawa, vous allez voir que les machines sont en train de démolir l'immeuble là. Est-ce que c'est normal?
Donc, j'ai voulu aborder ce sujet et j'espère que les gens de New World TV, vous irez là-bas faire un reportage pour chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que ce projet se sorte par un fiasco. C'est vous qui parlez voilà, c'est en face de ETI Bank. Vous irez là-bas pour faire une enquête. Comme ça, vous allez nous montrer que vous vous intéressez aussi au vrai sujet au Togo, que vous n'êtes pas là seulement pour insulter Ouattara, insulter Patrice Talon, matin, midi, soir. J'espère que vous irez là-bas faire votre reportage. Parce que c'est l'argent du contribuable togolais qui est englouti là-bas. Et vous inviterez des gens sérieux pour venir débattre de ça. Et informer les Togolais. C'est ça. Un projet colossal voué à l'échec. L'histoire débute en février 2010, à quelques semaines d'une élection présidentielle au Togo, lorsque Faure Gnassingbé, alors en quête de légitimation politique, et Francis Pérez, à la tête du groupe PEFACO, lancent les travaux d'un vaste complexe hôtelier. La filiale togolaise, la Société d'exploitation hôtelière du Togo, Sodex Togo, est censée ériger un hôtel 5 étoiles, doté de 162 chambres, d'une salle de conférence de 1500 places, de 36 bungalows et de 2 piscines, le tout destiné à relancer le tourisme d'affaires et à créer des emplois pour une jeunesse en quête de perspectives. Les promoteurs avaient ainsi dressé un ambitieux calendrier, avec des travaux démarrés en octobre 2010 et une finalisation attendue en 24 mois. À l'époque, Francis Pérez, visiblement optimiste, proclamait que l'appui du chef de l'État et du gouvernement togolais constituait un gage de succès, un véritable signal fort pour garantir la réussite du chantier. Malheureusement, la promesse d'un développement touristique d'exception s'est transformée, au fil des années, en une gigantesque mise en scène de corruption et de mauvaise foi. Des financements aux promesses non tenues. Pour financer le projet, le groupe PEFACO a mobilisé un arsenal financier conséquent auprès de plusieurs institutions togolaises. Ainsi, la BOAD, la BIDC, la BIA et la BSIC se sont portées garantes de cette opération colossale, cumulant des engagements s'élevant à plusieurs milliards de francs CFA. Alors que les banques les plus enthousiastes libéraient l'intégralité des fonds promis, certains établissements ne débloquaient qu'une partie des montants escomptés, accentuant ainsi la tension financière. Paradoxalement, malgré des investissements à hauteur de plusieurs milliards, l'avancement du chantier reste aujourd'hui minime, voire inexistant, et la quasi-totalité des ressources semble s'être évaporée dans des détournements multiples. L'ombre d'un réseau de corruption. Les révélations ne se sont pas limitées au seul retard de construction. Une enquête diligentée depuis 2 ans en France a mis en lumière un réseau complexe liant le groupe Bolloré, sa filiale Bolloré Africa Logistique et l'agence de communication AVA. Lors d'une opération menée en avril, des perquisitions ont été effectuées au siège de Bolloré Africa Logistique à Puteaux par l'Office central de la lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, OCLIF. Il est désormais établi que les concessions des ports de Lomé et de Conakry ont été obtenues par des facilités douteuses, en lien direct avec Francis Pérez et ses associés. L'enquête soulève ainsi des interrogations sur la collusion entre des acteurs privés influents et des responsables politiques, parmi lesquels figure le président togolais lui-même, dont l'implication reste, à ce jour, un sujet de vive suspicion. L'effondrement du rêve hôtelier. Au fil des années, le projet de construction du complexe hôtelier s'est progressivement enlisé dans un imbroglio financier et technique. Dès 2011, les travaux ont été interrompus à plusieurs reprises à cause de problèmes liés à l'étude géotechnique du site. Les analyses initiales, réalisées par le laboratoire Labogem en Côte d'Ivoire, se sont avérées insuffisantes, obligeant le maître d'œuvre, un bureau d'études espagnol, à exiger une réévaluation complète des fondations. Cette réévaluation a conduit à revoir la conception initiale. De semelles isolées, on est passé à un radier général de 7000 m², couplé à un système de rabattement de la nappe phréatique, nécessitant l'implantation de 60 puits de 10 mètres chacun. Malgré ces efforts techniques pour pallier les imprévus du sol, le projet ne prend jamais réellement son envol. La mise au point officielle, publiée en mai 2013 par le groupe PEFACO, ne faisait qu'enrober de termes techniques un échec flagrant. Alors que la communication se voulait rassurante, les observateurs et les médias locaux ne tardèrent pas à constater que seuls des éléments périphériques, bungalows, piscines et quelques travaux de fluide avaient pu être achevés. Le cœur du projet, à savoir l'imposant hôtel 5 étoiles et son centre de conférence, restait une chimère. Dans un climat de désillusion et d'indignation, les travaux ont été progressivement suspendus et le chantier est désormais à l'arrêt complet. La débâcle en 2025, démolition et scandale. Avançant en 2025, la situation a atteint son paroxysme.
L'édifice symbolique de ce projet de grande envergure, qui devait incarner le renouveau hôtelier de Lomé, est en cours de démolition. L'immeuble, vestige d'un rêve avorté, est désormais réduit à un amas de matériaux inutilisables, illustrant de manière criante le gâchis des fonds investis. Ce qui était censé être un catalyseur de développement pour la capitale togolaise se révèle être une gigantesque opération de détournement, où l'argent destiné à la modernisation a été dilapidé, ne laissant derrière lui qu'un paysage de ruines et de désillusions. Le scandale est d'autant plus saisissant que la démolition en cours est perçue comme une dernière tentative de nettoyage de la honte accumulée par une opération dont la corruption et les négligences techniques n'ont jamais été dissimulées. De nombreux témoins locaux évoquent aujourd'hui un système de favoritisme et de connivence entre des élites politiques et économiques, dont le président Faure Gnassingbé, dont l'appui avait été si déterminant lors du lancement du projet. La connivence entre ces acteurs et des entreprises internationales, telles que Bolloré et Ava, contribue à nourrir la perception d'un scandale étatique où l'intérêt public a été sacrifié sur l'autel des profits personnels et des arrangements occultes. Les conséquences pour le Togo et l'opinion publique. Au-delà de l'aspect purement financier, ce fiasco a un impact profond sur la crédibilité des institutions togolaises. Les autorités, accusées de collusion et d'un laisser-aller inacceptable, se retrouvent confrontées à une vague de critiques tant au niveau national qu'international. Les promesses de développement et de création d'emplois, jadis mises en avant par Francis Pérez lors du lancement du projet, se sont avérées être de vaines déclarations. Les familles de travailleurs ayant espéré une amélioration de leur situation économique se retrouvent aujourd'hui face à un chantier abandonné, tandis que l'argent investi se dissout dans des détournements dont les ramifications demeurent obscures. Dans l'opinion publique togolaise, la démolition de ce complexe hôtelier incarne le symbole d'un système gangrené par la corruption. Les citoyens, lassés de voir leurs ressources dilapidées sans bénéfice réel pour le développement du pays, dénoncent un schéma récurrent où l'argent des contribuables est détourné pour servir des intérêts privés. La colère se mêle à l'indignation face à l'immobilisme des institutions censées protéger l'intérêt général, tandis que l'image de Lomé se voit ternie par un édifice qui, au lieu d'illuminer la ville, en est devenu le rappel douloureux d'un scandale inachevé. Une réflexion sur l'avenir du développement au Togo. L'affaire du complexe hôtelier avorté force à repenser le modèle de développement appliqué dans certains pays d'Afrique. Alors que le Togo aspire à une modernisation économique et touristique, l'expérience de ce projet se révèle être un avertissement sévère sur les dangers d'un partenariat entre acteurs privés, peu scrupuleux et autorités publiques complices de détournement. La mise en chantier d'infrastructures d'envergure ne peut plus être envisagée sans une transparence totale et une rigueur absolue dans la gestion des fonds. En l'absence de réformes structurelles et d'une volonté politique réelle de lutter contre la corruption, des projets similaires risquent fort de se multiplier, plongeant le pays dans un cercle vicieux de promesses non tenues et de gaspillage des ressources. La démolition en cours, dans la morosité de 2025, symbolise la fin d'un rêve qui n'a jamais été à la hauteur des attentes. Ce chantier avorté n'est pas seulement le témoignage d'une gestion défaillante, mais il illustre aussi la nécessité d'un changement radical dans les pratiques administratives et financières au Togo. Pour l'heure, aucune perspective rassurante ne se dessine quant à la réhabilitation de l'image de la capitale et à l'avenir des investissements dans le secteur touristique. Un scandale qui interpelle l'avenir. Le fiasco du complexe hôtelier de Lomé, désormais réduit à un amas de décombres et de sable, représente une page sombre de l'histoire contemporaine togolaise. Ce scandale, amplifié par les liens opaques entre des entreprises internationales et des autorités locales, incite à une réflexion sur la manière dont les projets de développement devraient être gérés. Il est impératif que les leçons tirées de cette débâcle servent à instaurer une gouvernance transparente, où chaque centime investi serait rigoureusement contrôlé et où les responsables de détournement soient tenus pour compte. Face à ce triste bilan, l'avenir du Togo semble incertain. Dans un contexte où l'argent destiné à propulser le pays vers la modernisation a été dilapidé, il devient urgent de reconstruire la confiance entre les citoyens et leurs institutions. La démolition de l'édifice fantomatique n'est pas seulement l'aboutissement d'un projet avorté, c'est également le signal d'alarme d'une société qui refuse de tolérer l'impunité et l'injustice. En définitive, le Togo se retrouve confronté à la nécessité de repenser en profondeur son modèle de développement pour éviter que de telles dérives ne se reproduisent à l'avenir. Ce cas, emblématique d'un scandale de plus dans un paysage économique et politique complexe, demeure une mise en garde pour tous ceux qui, dans l'ombre des gratte-ciels modernes, feraient fi de l'intérêt général au profit de gains personnels. Alors que la démolition se poursuit et que les vestiges d'un projet avorté s'effacent peu à peu, l'espoir subsiste toutefois que cet épisode douloureux puisse servir de catalyseur pour une réforme profonde et indispensable au Togo. L'avenir reste à écrire,
Et il incombe désormais aux dirigeants togolais et aux acteurs de la société civile de prendre le contre-pied de cette dérive afin de forger un avenir où la transparence et la responsabilité seront les maîtres mots d'un développement véritablement bénéfique pour tous. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.